BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous qui décrypte la com, la pub et les médias sur BFM Business. Au programme aujourd'hui, en ce dernier week-end de Roland-Garros, on reçoit la directrice générale de la Fédération française de tennis, Caroline Flessier, pour revenir sur tous les enjeux du tournoi cette année. Elon Musk à Vivatech, Julien Casqui nous en dira un peu plus dans son journal. Et puis pour finir, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Bon ou mauvais timing pour les Français? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdocom, c'est parti. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. En ce dernier week-end du tournoi de Roland-Garros, notre invitée aujourd'hui, c'est Caroline Flessier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fédération française de tennis. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, je suis avec Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour. Bonjour Rebecca. Merci à vous aussi d'être avec nous. C'est un plaisir. Pour commencer cette interview, est-ce que vous pourriez nous clarifier un petit peu le lien entre la Fédération française de tennis et Roland-Garros ? Ah bah oui, tout à fait. C'est assez simple. La Fédération française de tennis a plusieurs missions. Parmi ces missions, donc, c'est évidemment de développer le tennis en France, partout en France, pour tout le monde. Ensuite, la deuxième mission, c'est le haut niveau. Donc, essayer de recruter le plus de jeunes joueurs et de les emmener jusqu'au haut niveau. Et la troisième mission, c'est de faire vivre et de faire perdurer les internationaux de France, qui s'appelle aujourd'hui Roland-Garros. Et donc, c'est votre premier Roland-Garros, puisque vous êtes à la tête de la Fédération française de tennis depuis juillet dernier. Donc, ça fait à peine un an. Comment ça se passe? Est-ce que les retours sont bons? Alors c'est mon premier Roland-Garros de l'intérieur. Les retours sont excellents. Déjà, ça fait 3 semaines. Donc on a eu la première semaine de qualification qui a été un franc succès puisque c'est la première année où on a ouvert les practices des joueurs au grand public. Donc on a fait complet sur toute la semaine. On a eu 50 000 fans et spectateurs qui sont venus sur cette semaine-là. Et ensuite, depuis le début du tournoi, vous le voyez, donc tout est complet. On a voulu beaucoup travailler sur l'expérience de nos spectateurs, l'expérience de nos joueurs. Et on a beaucoup de bons retours. Alors le soleil aide énormément. On a une ambiance en fait dans les allées du stade. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Non, j'ai pas eu cette chance. Voilà, il y a la magie Roland-Garros qui opère. Et c'est vrai que on a réussi à upgrader l'expérience qu'on voulait pour nos spectateurs et nos joueurs. Quelques chiffres sur le tournoi de cette année. Donc, il est retransmis dans 220 pays. Il compte 150 diffuseurs. 21 marques sont partenaires. Et Roland fête cette année ses 50 ans de partenariat avec BNP Paribas. Quelle relation vous entretenez avec ces partenaires? Quelle est leur valeur ajoutée? Comment vous les choisissez? Comment ça se passe? Comment vous travaillez avec eux pendant le tournoi? Alors, on a une relation et on croit beaucoup à la fédération. On croit beaucoup en la co-construction. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que travailler avec des partenaires, c'est une relation en général de long terme qu'on installe. Et donc, on est toujours sur cette expérience. Donc, on va travailler avec eux sur des activations. Vous avez sans doute dû voir certains partenaires qui font des spots publicitaires, qui profitent de ce moment, en fait, pour prendre la parole sur les valeurs auxquelles ils croient. Vous citiez les 50 ans de BNP Paribas et l'attachement de BNP Paribas avec le tennis. Donc, c'est les valeurs qui sont portées. Donc, on travaille beaucoup, on co-construit avec eux. On imagine des animations partout dans le stade, mais pas que. Et donc c'est la manière dont on fait tous ensemble progresser notre tournoi, puisque on arrive à animer dans le stade, mais aussi en dehors du stade. On arrive sur les réseaux sociaux aussi à faire des collaborations. C'est des choses qui ont énormément de valeur pour nous. Vous faites Par exemple, hier, on a eu, pour la première année, donc on a lancé un Pride Day, puisqu'on a ces valeurs d'inclusion à la fédération, mais aussi pour le tournoi de Roland-Garros. Et donc, on a travaillé sur nos réseaux sociaux et on a été relayé par nos partenaires. Et donc, c'est ce type de collaboration qu'on peut faire. C'est des partenaires à long terme, mais vous changez parfois. Par exemple, Renault a remplacé Peugeot, qui était là depuis très longtemps. Ça se passe comment? C'est des remises en compétition au bout d'un moment, ou ça s'arrête et vous relancez un casting? Alors, on peut avoir comme ça on a surtout beaucoup de rencontres, on échange beaucoup. Oui, il y a des appels à partenaires, donc ça c'est des choses qu'on fait de manière très classique. Et puis ensuite, ça va être vraiment, on va regarder plusieurs choses. Donc c'est le rayonnement de la marque Roland-Garros, parce que c'est vrai que Roland-Garros c'est un tournoi, mais aussi une marque. Ça va être notre capacité aussi à s'allier et à avoir des complémentarités.
dans nos compétences, dans la manière dont on va adresser les choses. Donc vous profitez de leur expertise à eux aussi. Exactement. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment on appelle ça aujourd'hui des partenaires parce que on co-construit et on imagine des choses ensemble. Et 21, c'est un chiffre magique ou il pourrait y en avoir 32 ? Il pourrait y en avoir 32. Après, on a quand même une réalité physique. C'est que le partenaire doit apparaître dans le stade. Le partenaire a envie aussi de présenter ses produits. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un stade qui fait 12 hectares avec des animations, il y a un principe de réalité physique, en fait. On ne peut pas non plus aller trop au-delà. Vous parliez des collaborations que vous pouvez mettre en place avec ces partenariats, mais plus largement, quelle est, vous, en tant que nouvelle directrice générale de la Fédération française, votre stratégie de com autour de Roland-Garros cette année ? Alors, on a une stratégie de communication qui s'étend sur l'année. Ce qu'il faut savoir pour Roland-Garros, et les passionnés de tennis le savent, pendant 15 jours, 3 semaines, on a le monde entier qui aime le tennis, qui a les yeux braqués sur Roland-Garros. Et on a une exclusivité du calendrier et on a possibilité vraiment de faire rayonner notre tournoi. Ça, c'est pendant l'année. Après, il y a d'autres grands chelems pendant l'année. Donc, il y a aussi des moments de prise de parole pendant ces grands chelems. Et puis, toute l'année. C'est avoir une base de fans. Et donc, ça, on le travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc, nos comptes Instagram, nos comptes TikTok. On a lancé TikTok qui fonctionne très, très bien. TikTok ? Oui, ça fonctionne très, très bien, en fait. On a vraiment, en fait, on arrive à cibler, en fait, des publics différents. Vous faites des directs sur TikTok aussi ? On fait des directs sur TikTok. Je ne crois pas qu'on fasse des directs sur TikTok. Par contre, on a beaucoup de contenu. On travaille beaucoup avec des nouveaux influenceurs, les Hugo Décrypte, on a eu Brut là cette année qui est venu. On essaye vraiment de se dire, on n'a pas un public, on a des publics. J'imagine que vous avez sans doute dû avoir des sujets autour de la Gen Z. On n'a pas une Gen Z, on a des Gen Z, on a des profils différents de Gen Z. Donc on essaye vraiment tous de les adresser le mieux qu'on peut avec des contenus où on sait que les jeunes qui ont 15-17 ans vont être plus passifs que ceux qui ont 20-25 ans. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on regarde et on travaille beaucoup sur ces formats-là. Vous travaillez votre public de demain aussi. Voilà, on travaille bien sûr. On travaille notre public de demain et dans les missions de la fédération, ce dont je parlais, on a vraiment cette mission d'accompagner les jeunes du plus jeune âge en fait jusqu'au top niveau. Et c'est vrai qu'on reste au contact toujours. On a cette mission qui est de développer le tennis et le sport plus généralement partout en France, de trouver des nouvelles offres, des nouvelles manières de parler à nos publics. Comment vous sentez que ça fonctionne, ce positionnement sur les réseaux sociaux pour toucher la Gen Z? Quels sont précisément vos retours sur investissement là-dessus? Vous voyez des réactions, des comportements ou des inscriptions dans les clubs, quoi. Oui, alors on a nos inscriptions dans les clubs. Déjà, on a passé le 1 million de licenciés beaucoup plus tôt cette année. Donc l'année dernière, c'était la première année depuis, je crois, une dizaine d'années qu'on dépassait le 1 million de licenciés, qu'on redépassait le 1 million de licenciés. On a dépassé le 1 million de licenciés en mai. Cette année, on l'a dépassé avec 3 mois et demi d'avance. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Et puis, on a des actions qu'on faisait pas avant. On ose davantage. Alors, Roland-Garros, c'est bouger les lignes, mais on ose davantage de choses. On a fait, par exemple, un journal de Mickey. Voilà, Mickey et Minnie qui jouent au tennis. Ça, c'est des choses nouvelles pour toucher tous les publics. Donc, la communication aujourd'hui, c'est vraiment une stratégie globale, stratégie d'ensemble qui est nationale pour les missions de la fédération, mais pas que, qui est aussi internationale, et pour faire rayonner aussi notre tournoi et notre marque Roland-Garros. Aujourd'hui, le modèle économique de Roland-Garros repose sur les droits de diffusion des matchs, en l'occurrence détenus par France Télé et Amazon jusqu'en 2027, les partenariats et la billetterie. Est-ce que vous allez atteindre vos objectifs cette année ? Oui, on va atteindre nos objectifs. On va donc, parce que on a ouvert donc cette semaine de qualification à davantage de public, on a une expérience différente et on propose plus de contenu. Aujourd'hui, c'est nous qui produisons, donc on est producteur exécutif de contenu pour tout le tournoi. Et donc on fait cette production qu'on met à disposition de l'ensemble des chaînes télé. Et donc oui, on va atteindre nos objectifs. On va même sans doute les dépasser un petit peu. Sur quoi ? Vous savez ce qui prend particulièrement cette année ? Je dirais que c'est à peu près c'est l'ensemble en fait de nos services. Vous savez, à partir du moment où l'expérience des spectateurs, des joueurs, de toute personne qui vient travailler sur le tournoi est bonne, en fait, mécaniquement, les résultats viennent avec.
Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste BFM Business, Julien Casqui, qui va vous faire un petit questionnaire de 2 minutes. 10 questions en rafale en 2 minutes. Voilà, Julien Casqui. Et voilà, avec un chrono, on peut lancer le chrono. Allez, c'est parti. Caroline Flessier, première question. Un bon Roland-Garros en 3 mots. Soleil, sourire et un grand oui. Roland-Garros sans Rafael Nadal, est-ce que c'est Roland-Garros? C'est Roland-Garros, oui. Alcaraz ou Djokovic? Je peux pas répondre. Équité sportive, je ne peux pas. Le sport que vous suivez à la télé à part le tennis? La Formule 1. J'ai redécouvert la Formule 1. Un match de tennis sur une durée plus courte, bonne ou mauvaise idée? C'est pas à nous de décider. Changer les règles, L'UTS, par exemple? les sets en fait qui sont trop longs. Est-ce qu'on pourrait raccourcir par exemple? Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Amélie Mauresmo, directrice du tournoi en 3 mots. Vision, positivisme, professionnalisme. Le tennis français, problème de mental ou pas? Alors je vous dirais, le mental est un muscle, le tennis est son sport. La plus grosse célébrité que vous avez saluée cette année à Roland-Garros? Alors le coup de cœur, c'est Gabriela Sabatini que j'ai croisée ce matin. Ok. Et franchement, j'étais hyper touchée. Alors moi je la connais pas. Moi non plus. C'est qui? C'est une ancienne joueuse de tennis D'accord. argentine, Ok. magnifique et vraiment très très sympathique. La politique qui s'invite dans le sport, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ouais, c'est ni bon ni mauvais en fait, c'est la société est comme ça, la politique fait partie de la société, donc c'est un fait et il faut en tenir compte. Et pour terminer, est-ce que pendant cette interview, il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose? Non, je crois pas. Une question à laquelle j'aurais aimé répondre, non. On a tout abordé. Ouais, je crois. Qui ferait un bon vainqueur de Roland-Garros cette année? Selon moi, Ouais. honnêtement, j'en sais rien. Non, honnêtement, Djokovic. non, j'ai pas. En fait, c'est vraiment 2 joueurs très très différents. Hein. Qui? Djoko et Alcaraz. Donc, on Vous pense. n'avez pas de favori? Non, j'ai pas de favori. C'est vraiment des joueurs différents en fait. Merci Caroline Flessier, vous êtes directrice générale de la Fédération française de tennis. Merci d'avoir été avec nous. C'est parti pour le journal de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Et on commence ce journal avec par le groupe français The Independent qui lève 400 millions d'euros. Et oui, et qui fait entrer à son capital un certain Stéphane Courby, le patron de Banijay, qui prend une participation minoritaire. The Independent est spécialiste des événements et du marketing numérique dans la mode, le luxe et le lifestyle. Avec cette levée de fonds, le groupe veut renforcer ses activités à l'international où il est déjà très présent et pourrait procéder à plusieurs acquisitions entre 50 et 100 millions de dollars. Il réalise déjà 350 millions de dollars de chiffre d'affaires. Amazon pourrait lancer à son tour une offre avec de la publicité sur sa plateforme de streaming Prime Video à un tarif plus abordable que l'offre existante, à l'instar de Netflix et Disney. Selon le Wall Street Journal, les négociations avec les annonceurs ont commencé il y a quelques semaines. Le débat autour de la publicité après 20 heures sur France Télé ressurgit à la faveur d'un rapport parlementaire. Supprimer totalement la publicité après 20 heures n'est pas une bonne solution. C'est la réponse de France Télévisions aux députés Jean-Jacques Gaultier et Quentin Bataillon, les auteurs de ce rapport. Ils souhaitent supprimer le parrainage le soir. France Télé estime que cette mesure profiterait aux plateformes américaines comme Netflix ou YouTube. Selon ce rapport, le parrainage le soir représente près d'un tiers des recettes publicitaires du groupe public. Ce rapport encore préconise de remplacer ce manque à gagner par une part de la taxe GAFA créée il y a 4 ans en France. Et la suppression totale de la publicité le soir avait déjà été réclamée par l'association des chaînes privées. WhatsApp lance des chaînes de communication publique. En clair, des organisations vont pouvoir envoyer publiquement à un grand nombre d'utilisateurs leurs actualités. Ce nouveau service permettra aux marques de trouver un nouveau terrain de jeu pour diffuser leur publicité. Les équipes de foot de Manchester United et du FC Barcelone font partie des organisations partenaires. Et la nouvelle
nouvelle du jour, c'est que Elon Musk sera à Vivatech cette année. Le patron de Tesla et SpaceX sera à Paris la semaine prochaine. Il donnera une keynote et sera interrogé par Maurice Lévy, le co-organisateur de l'événement. Les thèmes précis de son intervention n'ont pas encore été dévoilés. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle de Daddy. Ouais, la célèbre marque française de sucre, change exceptionnellement de nom et se renomme Papa à l'occasion de la prochaine fête des pères qui aura lieu le week-end du 17 juin. Ce changement de nom durera tout l'été et pour l'officialiser, elle lance une campagne d'affichage à partir de cette semaine. Elle s'est entourée des agences CBA Design et SoBank. À travers cette campagne, Daddy souhaite rappeler à ses consommateurs qu'elle est bien d'origine française. La marque a été créée en 1981 d'un regroupement d'agriculteurs français qui en sont devenus propriétaires. Merci Julien pour ce journal. C'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Cela fait 3 ans que le quoi qu'il en coûte qualifie la politique de dépenses publiques qui permet de protéger les salariés et les entreprises. Le week-end dernier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé dans le JDD la fin de ce quoi qu'il en coûte pour pouvoir lutter contre les déficits publics et la dette. On a donc voulu savoir si les Français auraient souhaité continuer ou arrêter ce plan. Réponse, plus de 2/3 des Français préfèrent arrêter à 69%. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler en plateau avec nous, Emmanuel Le Chypre, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste pour BFM Business. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder. Emmanuel, je commence avec vous. Comment on interprète ce résultat, 69%? Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord de voir que c'est un résultat qui est assez homogène. C'est-à-dire que quand on regarde après, en fonction des catégories d'âge, par exemple, ou en fonction des opinions politiques, on s'aperçoit que même finalement parmi les électeurs qu'on pourrait penser les plus enclins à la dépense publique, eh bien non, il y a aussi une envie d'arrêter ce quoi qu'il en coûte. Et c'est là où on voit un petit peu les limites de l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une expression... alors d'abord, c'est intéressant de refaire la genèse finalement de l'expression. Je crois que la première fois qu'Emmanuel Macron l'emploie, c'est en mars 2020. Et quand il fait référence au quoi qu'il en coûte, il fait plutôt référence, aux malades, en disant on mettra tous les moyens nécessaires sur le plan médical, etc., pour finalement sauver les Français quoi qu'il en coûte. Et puis, il dit aussi on fera tout aussi pour sauver les salariés, entre guillemets. Et c'est là que c'est toujours intéressant, c'est-à-dire d'une expression qui finalement résume assez bien l'état d'esprit, se transforme en non générique d'une politique économique. Et c'est là que les ennuis commencent en général, puisque après, la créature forcément vous échappe et peut être après réutilisée de façon plus ou moins négative par les opposants politiques, etc. Donc c'est vrai que le principal problème en fait dans le quoi qu'il en coûte, c'est que le premier effet qui était positif, c'était un effet rassurant. Et le deuxième effet, qui lui, pour le coup, est l'effet boomerang un peu inquiétant, c'est que quand vous dites quoi qu'il en coûte, vous avez un problème qui est quand est-ce que ça s'arrête et jusqu'à quand. Donc, en fait, en réalité, ça a bien marché parce que on est tous d'accord. Tous les économistes disent que si on ne l'avait pas fait, là, on serait dans une situation bien pire aujourd'hui. Mais encore une fois, on se rend compte que c'est compliqué d'arrêter ce genre de politique. Et là où ça a été extrêmement compliqué pour terminer, c'est là où les circonstances n'ont pas servi finalement le quoi qu'il en coûte, c'est que cette politique qui était au départ prévue pour lutter contre la crise sanitaire et le Covid, finalement est devenue tellement générique qu'elle a été maintenue ensuite pour la guerre en Ukraine et tous les aspects, factures énergétiques, etc., où là, on en a peut-être sans doute un peu trop fait. La bonne nouvelle, c'est que finalement, les Français paraissent presque raisonnables et se disent, oui, peut-être qu'on a été trop loin. Ils sont assez lucides sur la situation, finalement. Absolument. Jean-Xavier, est-ce que vous trouvez que Bruno Le Maire a bien choisi son timing, du coup? En tout cas, je trouve très intéressant de voir que la fin du
populaire, quoi qu'il en coûte, parce que c'est un paquet de mesures qui a été extrêmement populaire. Enfin, c'est quand même un système qui a été mis en place, comme le disait très bien Emmanuel Le Chypre, pour sauver les salariés français et l'économie française dans son ensemble. Donc c'est un système qui a été très populaire. Sa fin est également populaire, ce qui pourrait paraître étonnant. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que on a posé la question aux Français à la suite d'une séquence de communication que j'appellerais séquence dette, on va dire, qui allait de plusieurs communications gouvernementales sur le sujet jusqu'à l'échéance de la décision de Fitch sur la notation de la France. Et c'est ce 69% qui est quand même très net en faveur de l'arrêt du quoi qu'il en coûte, peut laisser penser que le gouvernement, le président de la Cour des comptes, le président de la République, ont su faire la pédagogie de, peut-être pas la rigueur, mais au moins de la raison dans la dépense publique et donc dans la maîtrise de la dette. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à lier le fait que ce résultat cette semaine est quand même très connecté à une séquence que du coup on peut juger réussie vu ce qu'en disent les Français sur ce sujet de la dette en amont de la décision de Fitch. Emmanuel, Bruno Le Maire avait annoncé plusieurs fois à la fin de ce plan, encore en février dernier. Pourquoi ça a traîné? Ces signes de quoi? Alors c'est là où, pour terminer de compliquer la fin de la séquence, c'est qu'on est effectivement dans les injonctions contradictoires. Et c'est-à-dire que on a à la fois, finalement, on le voit bien, des besoins qui sont de plus en plus pressants, que on a quand même aligné un certain nombre de nouvelles dépenses au fil des dernières semaines et même récemment, et pour longtemps. C'est-à-dire que quand vous engagez, par exemple, un plan de programmation militaire sur plusieurs années qui est plus 30%, des dizaines de milliards supplémentaires, quand vous promettez que pour l'hôpital, etc., que vous dites en même temps, attention, il n'y aura pas de hausse d'impôts, et que vous dites en même temps, on va réduire les déficits, là, on est quand même dans quelque chose qui ne boucle pas. Et donc, effectivement, il a annoncé plusieurs fois à la fin du quoi qu'il en coûte, parce que lui, sa conviction personnelle, et ça compte aussi, c'est que il y avait trop d'aides qui étaient distribuées de façon trop peu ciblée. Et ça, lui, Bruno Le Maire, c'était sa façon de gérer le problème. Lui, il serait bien sorti en sifflet, si vous voulez, c'est-à-dire avec des dispositifs de plus en plus resserrés sur les populations les plus fragiles. Manifestement, c'était pas ce qui était possible politiquement, puisque vous aviez, alors comble en plus de l'absurdité... la réforme des retraites. Alors il y avait la réforme des retraites, et puis vous aviez une opposition de droite qui ne cesse de dire qu'il faut faire des efforts pour réduire les dépenses publiques, et qui n'a cessé de vouloir dépenser plus. Donc pour des raisons politiques aussi, le message du quoi qu'il en coûte, il a quand même été considérablement brouillé, et c'est vrai que Bruno Le Maire, il a annoncé plusieurs fois la fin du dispositif, et que, ça a traîné, effectivement. Rapidement, Jean-Xavier. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement à la fin du quoi qu'il en coûte? C'est pas si clair que ça. Est-ce que ça signifie qu'on arrête des mesures plutôt de rigueur? Est-ce que c'est une énième fin du quoi qu'il en coûte qui en fait devra être suivie d'une réelle nouvelle fin du quoi qu'il en coûte? Ça a déjà été le cas. C'est à voir. Ce qui est certain, c'est que la suite le post quoi qu'il en coûte ne va pas être évident pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement, puisque je pense que depuis sa campagne de réélection, il a quand même très collé à son image un côté ultra dépensier, toute vanne ouverte sur tous les grands sujets. Vous citiez l'hôpital, je pense qu'on peut également citer l'éducation, la justice, tous ces sujets sur lesquels les Français sont extrêmement préoccupés et sur lesquels beaucoup d'engagements de dépenses ont été pris. Hors cadre du quoi qu'il en coûte, néanmoins, ça coûte beaucoup. Donc où est-ce qu'on atterrit, c'est pas très clair. Merci Jean-Xavier Arnaud d'avoir été avec nous. Vous êtes associé chez Tilder. Et merci Emmanuel Le Chypre, éditorialiste pour BFM Business, d'avoir été dans Hebdocom aujourd'hui. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Frédéric, aujourd'hui on parle de confiance. Eh oui, encore, Rebecca, encore. Une nouvelle étude a été publiée cette semaine montrant que 64% des journalistes, jugent prioritaire pour leurs médias l'exactitude des contenus. On veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette enquête a été menée par la société Cijeune qui publie chaque année un état des médias dans le monde avec un focus sur la France. Nos confrères et nous-mêmes donc considèrent que le plus grand défi des médias est d'être considérés comme des sources de confiance et de lutter contre les fake
news. Et je précise que ce défi arrive devant le fait d'avoir une plus grande reconnaissance, de gagner plus d'argent ou de publier des exclusivités. Et pourtant, ils déplorent le manque de moyens. Et oui, c'est vrai. Leur objectif personnel est de garder malgré tout le rythme de qualité de l'info, malgré la baisse des ressources et d'effectifs qu'ils constatent. Pour cela, ils sont aussi aidés par des outils, à commencer par les agences de presse qui leur fournissent moultes informations, mais aussi des communiqués de presse et aussi le travail de la société si jeune qui leur permettent de publier plus rapidement des informations, de les enrichir. Alors les journalistes, ils sont toujours un peu ambigus avec les communiqués de presse. Ils trouvent qu'il y en a beaucoup, mais quand ils sont là, ils sont quand même contents de les avoir, ces communiqués, un petit peu comme celui dont je me suis servi pour faire cette chronique. Au moins, vous êtes totalement transparent, vous ne cachez pas vos sources. Non, moi je ne cache pas mes sources, mais comme tous mes confrères, je me nourris aussi des réseaux sociaux pour promouvoir mes propres contenus, ceux de CB News et d'Hebdocom, mais aussi pour veiller sur l'information, chercher des contacts d'experts ou des demandes d'interview. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est LinkedIn qui arrive en tête des réseaux préférés des journalistes devant Twitter. Elon Musk pourra en parler la semaine prochaine à Vivatech, mais qui est devenu un petit peu moins crédible qu'auparavant. À noter qu'Instagram et TikTok se deviennent aussi des sources assez importantes, ce qui est en soi pas une surprise si une autre étude qui est parue cette semaine montre que 88% des Français de 18 à 34 ans passent l'essentiel de leur temps sur les réseaux sociaux. Il faut savoir où est son audience et ça changera pas. Et merci Frédéric Roy pour cette chronique. Vous me faites ma transition parce que Hebdocom est évidemment dispo sur LinkedIn, sur Instagram, pas vraiment sur TikTok, mais on va bientôt s'y mettre. Voilà, donc sur toutes nos plateformes. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur BFM Business. Voilà, très très bon week-end. Hebdocom sur BFM Business.